Bonsoir et bienvenue en ce 23h à la une de l'actualité. La 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique a refermé ses portes aujourd'hui. La cérémonie de clôture a enregistré la présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. La Banque mondiale a approuvé le 5 décembre dernier un crédit de l'Association internationale de développement à la Côte d'Ivoire. Il s'élève à un peu plus de 69 milliards de francs CFA et vise à soutenir une croissance durable dans le pays. Hommage populaire à Johnny Hallyday. Une foule immense escortée aujourd'hui à Paris la dépouille de l'icône du rock français disparue dans la nuit de mardi à mercredi. Bienvenue dans cette édition. Fin d'ICASA 2017, la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. En présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, les partenaires techniques et institutionnels, les populations et communautés clés ont convenu d'une implication réelle de la recherche et la mobilisation du financement pour réduire au maximum l'impact du VIH et éviter de nouvelles contaminations. Franck Wadiou. 6 jours de réflexion, de lobbying, de sensibilisation et d'échange autour des questions liées au VIH-Sida et des IST en Afrique, le 19e ICASA referme ses portes. Près de 6000 participants venus contribuer à franchir le pas pour atteindre en 2030 la réalisation de l'objectif 90% de personnes dépistées et traitées et 0 nouvelle infection. Mission réussie selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan vient d'amplifier le combat contre le sida et jeter de nouveaux défis dans notre périmètre de responsabilité. La tâche paraît certes ardue, mais elle reste passionnante et surtout citoyenne, en ce sens qu'elle est attachée à la sauvegarde de la vie de nos populations, à l'essor économique et social également de notre continent. Une réelle occasion s'offre désormais à nous pour gagner définitivement le combat contre les infections et les maladies, et surtout la bataille de la vie. Des raisons d'être satisfaits, car les interrogations liées au niveau de contribution des pays africains dans la recherche et de la riposte contre le VIH et la stigmatisation ont été en bonne partie dissipées, selon le Dr Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, président de l'ICASA 2017. Et en parlant d'engagement, tous ont salué l'implication du président de la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse en faveur de la lutte. La Côte d'Ivoire a par ailleurs augmenté son budget consacré à la lutte contre le sida, 21 milliards pour 2018 à 2020, contre 4,2 milliards en 2016. La Côte d'Ivoire a souscrit à un programme universel pour interrompre la chaîne de transmission et éliminer l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Dans ce cadre et en vue de la mise en œuvre de leur plan d'accélération, l'ONU-SIDA a bien voulu accompagner 4 pays en Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dispositif a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées notables dans le cadre de la lutte contre l'infection VIH-Sida. Ainsi, la prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, puis 2,7% dans la situation donc actuelle. Face à ce taux de prévalence en nette baisse, mais encore élevé, l'objectif défini par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à l'ouverture officielle de la 19e ICASA, le lundi 4 décembre 2017, est de réduire ce taux de prévalence à 1% en 2020. Une volonté de l'État ivoirien qui, selon le vice-président, remonte à l'introduction des ARV dans le traitement anti-VIH-Sida. Daniel Cablon-Duncan, qui a aussi espéré une portée positive des travaux de l'ICASA. La conférence, dont les résolutions s'articulent autour de la nécessité d'une meilleure implication des leaders et communautés, des gouvernants et partenaires et d'une conduite efficace des programmes scientifiques, de quoi satisfaire les participants. C'est là où on interpelle un peu tous nos scientifiques africains, parce qu'il y en a plein dans les grandes universités. Je voudrais les appeler pour qu'ils prennent en compte le fait qu'ils doivent aussi faire partie de la lutte contre le sida et s'assurer que nos pays en Afrique aussi aient accès au traitement. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande une génération sans hépatite virale aussi. Donc je vais dire aujourd'hui, sida, hépatite virale, les États ont compris
qu'il faille aller dans la population, dans la communauté. Nous avons retenu 3 points essentiels, c'est-à-dire qu'une forte implication des jeunes désormais dans la question du VIH-Sida. Et deuxième point essentiel, ce sont les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires pour une plus grande implication. Et troisièmement, il faut davantage responsabiliser les populations clés dans leur prise en charge pour qu'il n'y ait plus de nouvelles infections. ICASA 2017, 19e édition à Abidjan, c'est fini. La prochaine édition aura lieu à Kigali, au Rwanda, en 2019. On se rend à l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé aujourd'hui avec des jeunes. Réconciliation nationale et entrepreneuriat jeune sont notamment les sujets abordés. Michel Digri. 250 jeunes triés sur le volet issus des différentes régions du pays, mais aussi de la diaspora. Ils sont à l'Assemblée nationale pour comprendre le fonctionnement de l'institution, mais aussi échanger avec le président du Parlement sur des questions qui les préoccupent. En Côte d'Ivoire, les jeunes ont tendance à attendre de travailler dans le bureau. Il serait intéressant que le gouvernement enseigne, éduque la jeunesse ivoirienne sur l'entrepreneuriat. Mon intérêt de participer, c'est d'apporter ce qu'on appelle comment nous allons créer de l'emploi pour les Ivoiriens. J'ai bien pu comprendre que les jeunes de Côte d'Ivoire veulent nous connaître, veulent nous rencontrer, veulent parler avec nous, veulent discuter avec nous. Alors, ce cadre est un cadre d'échange. Tous les sujets sont donc abordés sans faux fuyant. Je pense que c'est une bonne initiative que le PAN a mis en place parce qu'il crée à partir de là une certaine proximité entre les jeunes de la Côte d'Ivoire et lui. J'ai proposé au président de l'Assemblée nationale qu'on puisse introduire une loi et il m'a conduit vers notre député qui est Yasmine Aouyen, que je vais chercher à rencontrer pour proposer cette loi-là qui va passer à l'Assemblée nationale. Nous sommes là, nous partageons avec lui, nous apprenons un certain nombre de choses avec lui, et nous posons un certain nombre de questions. J'aimerais que ça s'établisse dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de plusieurs ministères, pour que les jeunes puissent s'exprimer ainsi. Le président du Parlement a incité les jeunes à se lancer dans des projets novateurs qui leur permettront de se prendre en charge. L'État sera à leur côté pour des financements, a-t-il rassuré. Guillaume Soro a réitéré son appel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et a invité les jeunes à œuvrer pour la cohésion sociale dans le pays. Abordons à présent des questions de défense avec la clôture des états généraux des services de santé des armées à Grand-Bassam. C'était l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, d'annoncer la construction prochaine de 3 hôpitaux militaires à Korogo, Bouaké et Daloa. L'hôpital militaire d'Abidjan va lui être réhabilité. On retrouve Michel Digri. La santé des soldats au cœur des priorités de l'État ivoirien. À la faveur des états généraux des services de santé des armées, le ministre Ahmed Bakayoko a dévoilé le plan du gouvernement pour assurer une meilleure prise en charge médicale des militaires. Nous sommes vraiment en phase parce que vous rencontrez à un moment où justement nous allons engager des investissements importants dans le domaine de la santé à travers la construction de 3 hôpitaux modernes à Korogo, à Bouaké et à Daloa et la réhabilitation de celui d'Abidjan aux normes internationales avec un engagement et un soutien financier de l'Inde qui est déjà acté. Le ministre de la Défense donne les raisons de ces gros investissements en faveur de l'armée. On voit bien qu'on a un secteur qui demande plus d'efforts et qui a plus de risques, donc il y a plus d'engagement à avoir dans la santé des militaires. Et si nous arrivons à mieux gérer la santé des militaires, on n'aura plus ces grands malades qui sont pratiquement pendant de longues années dans nos effectifs. On aura des militaires bien portants et ces militaires bien portants seront là pour une armée modèle, une armée reconstruite que nous voulons à l'image du pays qui se reconstruit. Un livre blanc qui adresse toutes les préoccupations des militaires pour un service de santé des armées plus performant sera remis au ministre de la Défense à l'issue de ces états généraux.
125 millions de dollars, soit plus de 69 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit approuvé par la Banque mondiale en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce financement va permettre de favoriser une croissance durable. On en sait plus avec Jean-Luc Bambou. Dans le domaine des finances publiques, cette opération approuvée par la Banque mondiale portera sur la suppression de plusieurs exonérations de TVA dans le but d'augmenter les recettes fiscales de 18 milliards de francs CFA en 2018. Dans le secteur de l'éducation, elle permettra d'augmenter la durée des enseignements et de prendre en charge les élèves, en particulier ceux en difficulté scolaire. Concernant le volet énergie de ce financement, le traitement par l'État des factures d'électricité impayées contribuera à accroître les recettes sans hausser les tarifs. Enfin, la promotion de la transparence dans la filière du cacao permettra à la Côte d'Ivoire d'atténuer les risques et de protéger les pouvoirs publics, les exportateurs et les producteurs contre les pertes évitables. La Côte d'Ivoire a déjà enregistré, grâce à la première phase de ce programme, des progrès satisfaisants dans les domaines ciblés comme le processus de passation des marchés publics ou le taux de redoublement scolaire. Ce programme de financement fait partie intégrante du cadre de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2019, lui-même conçu pour soutenir le plan de développement national 2016-2020. On s'intéresse à Trèche Economia, une plateforme d'échange entre opérateurs, population de la commune de Trècheville et potentiels investisseurs. Ce rendez-vous a débuté avant-hier et pendant 3 jours, il sera meublé d'expositions et de panels. Franck Quadio. La rue 12, Trècheville, bien colorée ce matin. C'est l'ouverture de Trèche Economia 2017, la deuxième édition de cette plateforme culturelle et économique entre opérateurs et population. Particularité cette année, le Maroc, pays invité d'honneur et fierté partagée par l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelkader Hattani. Rapprocher opérateurs et population, l'idée a le soutien du ministère de l'économie et des finances. Thème évocateur alors, la responsabilité sociétale des entreprises de développement durable qu'a de Trècheville, la coupure de ruban pour la visite du village Nzassa où exposent les entreprises au nouveau rond-point aménagé de la commune, une occasion d'évoquer ce que la commune attend des opérateurs en termes de responsabilité sociétale. Ces entreprises ne doivent pas penser seulement à l'aspect commercial, à l'aspect financier. Il y a ce que nous appelons le comportement sociétal. Et c'est pour ça que nous avons organisé Trèche Economia. La première édition était à ses débuts. La deuxième édition, nous la voyons comme l'édition de maturité. Trèche Economia 2017, débuté le 7 décembre, dure 3 jours. Au programme, exposition, panel, émissions radiophoniques et concerts sur l'intégration africaine. Un peu plus loin de Trècheville, la commune d'Atekoubé abrite désormais un centre pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il va permettre d'encadrer et de former les femmes entreprenantes. Ce centre a été inauguré par la directrice exécutive d'ONU Femmes et le ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Grace Kandou. Des milliers de femmes se tournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat qui apparaît comme une des solutions pour pallier les difficultés économiques. Pour donc encadrer les femmes, un centre de formation de l'entrepreneuriat féminin vient de voir le jour dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes une commune famille, une commune heureuse en ce jour. Et nous saisissons l'opportunité pour lancer un appel à toutes les femmes. Le moment est venu de prendre leur destin en main, de s'assumer. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir, pour leur donner la véritable rampe de lancement social, qui est l'autonomisation des femmes. Toutes les femmes, toutes les mamans feront l'effort de venir dans ce centre, venir se renseigner et envoyer leurs projets, même si elles ont les idées de projets, elles pourront venir et mettre ces projets-là pour que ensemble nous puissions trouver des solutions pour elles, pour qu'elles soient autonomes. Bâtir sur une superficie de 400 mètres carrés, ce centre a été financé à travers la coopération japonaise à hauteur de 50 millions de francs CFA en partenariat avec l'ONU Femmes. Ce genre de centres, ce sont des centres qui permettent à des femmes de non seulement accroître leurs compétences, mais également avoir les relations et les échanges qui leur permettraient de développer leurs différentes activités. C'est un centre qui est implanté à Atekoubé, mais qui appartient à toutes les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui ont envie d'exercer dans ce domaine et devenir autonomes. Le centre de promotion de l'entrepreneuriat féminin
sera le lieu de renforcer la formation entrepreneuriale des femmes en Côte d'Ivoire, d'identifier et d'accompagner les femmes entrepreneurs à fort potentiel d'impact et de créer un réseau de femmes. Nous poursuivons avec les femmes dans l'actualité politique. Les femmes de Gbeke ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles soutiennent les actions du chef de l'État et l'ont fait savoir lors d'une cérémonie tenue en présence du ministre Jean-Claude Kwasi, cadre de la région. Kader Sogodogo. L'ancien stade de Bouaké est pris d'assaut par des associations de femmes venues de toute la région de Gbeke. À l'initiative de l'ONG Oukademe, ces femmes rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement pour toutes les actions menées en faveur des populations ivoiriennes. La ville de Bouaké ne pouvait rester en marge de toutes les régions qui ont rendu un vibrant hommage au président de la République pour l'accession à la magistrature suprême. Le président de l'ONG revient sur quelques actions du chef de l'État pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a la paix en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a la redynamisation du secteur de la santé. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a les écoles primaires partout, dans tous les villages. C'est grâce à Alassane Ouattara que nos frères qui ont été maltraités en Libye sont rentrés dernièrement. Parrain de cette grande mobilisation, le ministre Jean-Claude Kwasi, avec à ses côtés les élus et cadres de Gbeke, a annoncé une autre célébration. Dans la solidarité que nous sommes en train de bâtir et dans la cohésion, nous envisageons, dis-je, d'organiser dans les toutes premières semaines de l'année 2018 une grande, très grande cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Une cérémonie que le président de la République et son épouse, Madame Dominique Ouattara, n'oublieront jamais. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution à ce grand rendez-vous de reconnaissance et de soutien à Alassane Ouattara. Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, planche sur les enjeux de la réconciliation dans la Troisième République. Les communicateurs du RHDP entendent promouvoir la pensée politique et idéologique de Félix Houphouët-Boigny et sceller l'union sacrée au sein de la famille RHDP. Un atelier s'est donc tenu jeudi dernier au plateau. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. La décennie de crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire a dégradé le tissu social entre les populations. Depuis 2011, de nombreuses actions ont été entreprises par les autorités ivoiriennes pour tenter de le reconstituer. Lors de l'atelier de réflexion initié par le groupe des communicateurs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le vice-président du RDR explique l'engagement du président de la République de réconcilier le peuple ivoirien. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, a initié et mis en œuvre une politique nationale de réconciliation basée sur 3 valeurs essentielles: la vérité, la justice et le pardon. Niamien Gouran du PDCI RDA pense pour sa part que des efforts restent encore à faire pour la consolidation de la paix et la réconciliation. Depuis 1999, nous sommes une nation à la recherche de la réconciliation. Les Ivoiriens doivent se donner les moyens de reconstruire leur capacité collective à relever tous les défis. Au cours de cet atelier qui a réuni les chefs coutumiers, les religieux et militants du RHDP, un hommage a été rendu au président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour leur vision de rassemblement des Ivoiriens. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a tenu ce samedi une réunion extraordinaire. Les responsables du parti ont remis des feuilles de route aux secrétaires nationaux et membres des commissions techniques. Ahmed Traoré, Herman Guivi. Élaborer des fiches hebdomadaires d'analyse de l'action gouvernementale, faire des contributions sur les questions d'actualité politique, économique et sociale, ce sont, entre autres, les missions assignées aux secrétaires nationaux et aux membres des commissions techniques de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire.
et ce, par la remise officielle des feuilles de route. Selon le docteur Touakeus Mabri, président du parti, les secrétaires nationaux et les membres des commissions techniques seront désormais l'épine dorsale du parti. Il est bon que les commissions techniques qui procèdent à la relecture du projet de société, du programme de gouvernement se mettent à la tâche pour que secteur par secteur, nous ayons donc une analyse des lieux et des mesures pour attaquer les problèmes que les Ivoiriens connaissent. Les membres du parti mis en mission par le président de l'UDPCI jugent cette démarche opportune. La commission technique, c'est une commission de veille qui va essayer de plancher sur les questions de réconciliation, sur les questions de paix, sur les questions de cohésion sur la culture. Le ministère de l'Intérieur est un secteur vital pour la nation. Il sied que le parti essaie d'analyser tous les points pouvant lui servir pour son éventuelle gestion de l'État. Les secrétaires nationaux et les membres des commissions techniques se réunissent en session ordinaire une fois par mois. Toutefois, le secrétaire général du parti peut convoquer des sessions extraordinaires pour débattre des questions spécifiques. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui demande à la MINUSMA d'apporter un soutien logistique et matériel aux forces antiterroristes du G5 Sahel. Paris, qui portait cette résolution, aurait souhaité un soutien plus large et pérenne, mais Washington a refusé que les fonds de l'ONU soient engagés dans la force du G5. Paris a donc proposé la mise en place d'un fonds spécial géré par l'Union européenne pour obtenir un consensus. Malgré le froid, ils étaient des dizaines de milliers à rendre un dernier hommage à l'icône du rock français, Johnny Hallyday, disparu dans la nuit de mardi à mercredi. L'adieu au chanteur a commencé en fin de matinée sur l'avenue bondée des Champs-Élysées et s'est conclu en musique à l'église de la Madeleine. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi 11 décembre sur l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Ici en Côte d'Ivoire, un mot de culture. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ouvert officiellement la première édition du Tonkwi Nidalé Festival de l'art et de la culture d'An. C'est un cadre de promotion de la richesse culturelle de ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette première édition voit la participation de plusieurs autres groupes culturels, notamment les Oué, les Sénoufo, les Nyambois et les Maou. Le peuple atchan est l'invité spécial de cette édition du Tonkwi Nidalé Festival. De l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne est la première œuvre d'Ousmane Dendane. Il a intégré la RTI à l'âge de 20 ans en tant que collaborateur extérieur au service décor. Cette œuvre qui retrace le parcours de l'homme a été dédicacée aujourd'hui à la RTI en présence du directeur général de la RTI et de plusieurs personnalités des médias. Patricia Omoitia. Ce livre se fait remarquer par le biais d'une couverture où domine la couleur bleue, en liaison sûrement avec l'appellation de Maison Bleue, par laquelle l'on désigne parfois le siège de la télévision ivoirienne. Le titre du livre, De l'arrière du décor, et un sous-titre, Une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. Ousmane Dendane avait énormément à dire puisque son œuvre comporte 400 pages. Un ouvrage parsemé de photos, d'illustrations en noir et blanc. À travers cet ouvrage, l'auteur retrace un pan de sa vie. Je faisais partie de cette catégorie d'agents appelés collaborateurs extérieurs. Et je vous assure que ce n'était pas facile, parce qu'à l'époque, on n'était pas rétribué de façon régulière. Vous pouvez travailler pendant 2 ans et puis on vous donne une modique somme de 100 000 ou 120 000 francs, comme je l'ai relaté dans le livre. Ce n'était pas du tout aisé. La démarche d'Ousmane Dendane a consisté à faire découvrir ce qui se passait au sein du service décor dans les coulisses des studios A et B de la télévision ivoirienne. Le décor, c'est peut-être que le téléspectateur ne voit pas toujours cette dimension, mais c'est plus de 60% de la réussite d'une émission. Et donc c'est un grand travail qu'il abat malheureusement dans l'ombre. Il nous fait découvrir aussi finalement son histoire à travers cette œuvre qu'il a décidé d'entreprendre à titre individuel. Donc c'est vraiment beaucoup de satisfaction pour nous de lire cette œuvre. Cet ouvrage a également parlé des hommes et des femmes de l'audiovisuel élevés au statut de légende et de mythe. Il a inscrit l'histoire de la RTI dans la mémoire de notre histoire contemporaine. Alors ça, je trouve que c'est très courageux, très méritant de sa part. Félicitations à l'auteur
et puis beaucoup de chance à la télévision. Je me sens dans mon élément, je trouve des visages que je connais. J'aimerais surtout que les jeunes puissent suivre ces pas. Et je pense que c'est une invitation à nous aussi, les anciens, de pouvoir écrire le livre. Ça porte bien son sous-titre, Odyssée. L'Odyssée dans l'histoire, c'est un grand voyage, plein d'événements de tous genres, plein de péripéties, etc. Ainsi va la télévision, ainsi a été la télévision, pour paraphraser un de nos maîtres d'ici, M. Mamadou Ben Soumaoro. Dendani était décorateur, il y avait d'autres décorateurs aussi, mais lui, sa particularité, c'est que ce qui ne parlait pas trop. Et puis il avait tendance à dire, ce que M. Bandaman vient de dire, essayons de le faire. Et on réussissait toujours. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, le jeune écolier d'Adjamé a accompli un fabuleux parcours de vie professionnelle. Ex-chef du service décor, Ousmane Dendane est actuellement conservateur à la direction des fictions, documentaires et archives. Marié, il est père de 3 enfants. 24 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny reste toujours vivant dans les esprits. Un film d'animation de 90 minutes intitulé Dia Oufoué lui est destiné. Ce film retrace l'enfance de cet homme qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire. De sa naissance en 1905, lorsqu'il a été recueilli par sa tante à son départ de Dakar pour poursuivre ses études, en passant par son changement de nom de Dia Oufoué à Félix Boigny. En ce jour anniversaire, le 7 décembre donc, marquait l'anniversaire de sa mort. Sita Soro nous présente ce film. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. L'histoire du petit Dia Oufoué, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny, c'est de cela qu'il est question dans ce film d'animation intitulé Dia Oufoué, du réalisateur et producteur Abel Kwame. Un film qui retrace l'enfance de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Recueilli par sa tante Yanso à sa naissance, Dia a reçu une éducation stricte parsemée de plusieurs interdits, même celui de jouer avec les enfants de son âge. Pour des raisons encore mystérieuses, il est interdit à Dia d'avoir tout contact avec l'extérieur, surtout avec les Blofoué, ces êtres étranges à la peau pâle qui ne sont autres que les colons. Malgré tout cela, Dia Oufoué eut une enfance joyeuse grâce à ses sœurs aînées, Adjoa et Fété, mais surtout grâce à son oncle, Kwasi-Ngo, en qui il trouve soutien et réconfort. Recommandé par Christiane auprès de son père, le commandant Siméon, Dia est sommé de se rendre à l'école comme tous les enfants du village. Informée de la situation, la reine Yanso se servira d'une ruse afin de tromper le colon, celle d'envoyer à l'école un gamin qui se fera passer pour Dia. Suite à la disparition de son oncle, mort dans des conditions mystérieuses, Dia prend la ferme décision de poursuivre ses études à l'école du Blofoué en se rendant par lui-même à l'école élémentaire. C'est ainsi qu'il se convertit au christianisme et délaisse le prénom de Dia au profit de celui de Félix. Dia Oufoué est un long métrage de 90 minutes qui vise à faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son premier président à la jeune génération, celle qui ne l'a pas connu. Abel Kwame n'est pas sa première production. Il est auteur de plusieurs films d'animation tels que Sundiata Keita, Le Réveil du Lion, Pokou, Princesse Ashanti et Ouais, l'histoire du masque mondial. En sport football, le choc de la 10e journée du championnat national de Côte d'Ivoire se jouera demain dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny entre 2 locomotives du football ivoirien que sont l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport. Un derby sur un air de revanche pour l'Africa qui compte bien arrêter l'ASEC, actuel leader du classement. Samuel Metch. Après la finale de la Supercoupe remportée par l'ASEC Mimosa en tout début de saison, l'ASEC et l'Africa se retrouvent ce dimanche au stade Houphouët-Boigny. Un duel qui sent la poudre entre les 2 locomotives du football ivoirien. 2 équipes qui ont retrouvé des couleurs. Un match serré. L'attaque de feu de l'ASEC emmenée par Fonsigno et Agbenyandan, dit Platini, sera face à une défense de l'Africa qui aura à cœur de rassurer ses supporters après le déplacement raté à Gagnoa le week-end dernier. Dans cette confrontation des 2 grands du football ivoirien, on suivra la bataille des portiers des 2 équipes qui se connaissent bien. Sissi Abdul Karim de l'ASEC Mimosa qui avait fait les beaux jours du rival, l'Africa, où il avait pour doublure Blaisadi Hortalin. Après son départ, Blaisadi est devenu le numéro 1 des perches des Aiglons.
et aussi titulaire de la sélection locale. Outre ce duel, l'on suivra aussi attentivement le duel des entraîneurs. Car pour la petite histoire, avant d'entraîner la SEC Mimosa, Amani Yao César Lambert a fait ses armes à l'Africa Sport d'Abidjan, tandis qu'Aka Kwame Basile avait fait le contraire avant son arrivée chez les Aiglons. Ce sera surtout l'occasion pour les supporters Mimosa et Oye de jauger la valeur de leur équipe en ce milieu de championnat. À qui reviendra le dernier mot dans ce énième derby? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Bonne fin de soirée.